Moi, ça commence bien. Votre périphérique, par défaut, a été déconnecté. T'entends, Manuel, on t'entend. T'entends? Ouais, Ok, parfait. super. Allez, bonjour à tous. Bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par lepetitjournal.com. Vous êtes nombreux à vous être inscrits pour aborder aujourd'hui le thème développer votre patrimoine immobilier et créer des revenus passifs grâce à l'investissement locatif en France. On a avec nous Manuel Ravier, qui est le cofondateur et président d'investissementlocatif.com, entrepreneur, conférencier, investisseur en France depuis près de 10 ans. Voilà, on sera à peu près 1 heure ensemble. Donc, ce sera le moment de lui poser toutes vos questions sur vos projets immobiliers, tout ce que vous aimeriez savoir au sujet d'un possible investissement, de projets que vous avez. Manuel est un expert et il va répondre à toutes vos questions. Donc, le petit onglet questions se situe en bas à droite. Vous le voyez certainement. Il y a un petit onglet après poser une nouvelle question. Là, je vais vous mettre un petit bonjour. Hop, comme ça, on va voir si ça marche. Ça marche bien. Donc, n'hésitez pas dans un premier temps, les internautes, à nous dire un petit peu où vous êtes. Est-ce que vous êtes en Asie et que c'est le soir pour vous? Est-ce que vous êtes sur le continent américain et c'est tôt le matin? Est-ce que vous êtes en Europe, en Afrique? Faites-nous un petit coucou. Comme ça, on verra également si le petit onglet de chat pour poser les questions marche bien. Et puis surtout, évidemment, posez vos questions. On en a des nombreuses préparées avec Manuel, mais le plus important, évidemment, c'est qu'il puisse vous répondre très directement. Je vous rappelle également que ce webinaire sera disponible en replay quelques instants après la fin du webinaire. Donc, comme vous êtes inscrit, vous recevrez un mail automatiquement et avec le lien, évidemment, pour assister au replay. Donc, si vous ne pouvez pas assister à tout, donc à l'heure de webinaire, pas de souci, vous ne raterez rien. Vous pourrez voir le replay, poser en revanche bien rapidement vos questions. Et puis, bien sûr, si vous avez aussi des amis qui peuvent être intéressés, des connaissances, des collègues qui peuvent être intéressés par ce thème, évidemment, faites-leur connaître le replay de ce webinaire. Là, il y aura également un article dans lepetitjournal.com dans la semaine prochaine avec la vidéo qui sera embedée sur YouTube. Et il y a également de nombreuses informations, Manuel en parlera, mais sur le site investissementlocatif.com et sur la chaîne YouTube investissementlocatif.com. Allez, on a Frédéric qui est aux Pays-Bas, à Delft. Bonjour Frédéric. Patrick qui est à Budapest. Bonjour Patrick. Faites-nous signe les internautes, dites-nous un petit peu où vous êtes. Manuel, je te passe la parole juste pour te présenter en quelques mots, et même si certains de nos internautes te connaissent déjà parce qu'on a animé plusieurs webinaires, et puis nous parler en quelques mots également d'investissement locatif, et après on rentrera dans le vif du sujet. Alors, bonjour à tous. Merci déjà pour la présentation, Hervé. Donc, je m'appelle Manuel, donc j'ai 35 ans et effectivement, j'accompagne à travers ma société des personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier. Alors, nous, on est basé en France depuis une dizaine d'années. Donc, la boîte a été fondée en 2012 avec mon associé Michael Zonta. À l'époque, on était 2 sur un coin de bureau. Aujourd'hui, on est, je regardais ce matin, on est plus près des 200, des 150. J'étais toujours 150, mais on est à peu près 200. On est répartis dans une vingtaine de grandes villes en France et on aide les gens à investir dans l'immobilier. Donc, comment ça s'est passé? Tout simplement, on a lancé une boîte il y a 10 ans qui était dédiée à la gestion locative. Donc, à cette époque-là, c'était à Paris uniquement. Et puis, on a un premier client qui était en gestion, qui avait déjà pas mal de biens et qui nous a demandé de l'aider à développer son parc immobilier. Donc, à ce moment-là, on lui a dit à quoi tu penses? Et il nous a dit c'est simple, pour faire une bonne affaire, il faut acheter un bien avec des travaux en général. Moi, je n'ai pas le temps de les chercher, ces biens-là. Je n'ai pas le temps de m'occuper des travaux. Est-ce que vous pouvez le faire pour moi? Et donc, à l'époque, on a commencé à 2 à faire ça avec Michael. Et puis, de fil en aiguille, avec le bouche à oreille, ça s'est propagé. Et aujourd'hui, on a accompagné plus de 2000 projets d'investissement locatif en France en 10 ans. Donc, c'est énorme, on est super contents. On a fait tout ça en restant indépendant, donc de A à Z. Donc, on est 2 associés à bord, on a une vision vraiment long terme. Et puis, on a une super équipe surtout qui nous aide à faire tout ça, puisqu'on ne le fait pas tout seul, évidemment, on ne pourrait pas gérer tout ça. Voilà, donc le concept, en fait, il est très simple. Si vous souhaitez investir dans l'immobilier, pour faire une bonne affaire, on va peut-être en reparler dans cette conférence, je répondrai aussi à vos questions, mais la logique, c'est toujours la même, elle prévaut depuis très longtemps. Il faut essayer de trouver un bien que vous achetez en dessous du prix du marché. Donc souvent, c'est un bien qui va être à rénover. Ça va être une succession, un divorce, des gens qui veulent vendre vite, il n'y a pas de magie. Un bien qui n'est pas encore rénové, dans l'absolu, parce que si le bien est déjà rénové, en général, il se vend plus cher. Et puis, il va falloir vous-même appliquer des travaux, meubler le bien, en transformer finalement quelque chose qui est pas beau aujourd'hui, qui ne donne pas envie aux acheteurs ou aux locataires, en quelque chose de coup de cœur. C'est vraiment ça le concept. Et donc, c'est sourcer les bonnes affaires d'un côté, avec nos chasseurs immobiliers, et puis les transformer en pépites, en appartements rentables qui vont donner envie aux futurs locataires de louer et aux futurs acquéreurs d'acheter. Et tout ça, on le fait en interne avec à la fois des chasseurs immobiliers, des conseillers en investissement,
avec des architectes d'intérieur, des architectes et de la gestion locative pour gérer derrière les biens. Et on a une clientèle qui est assez variée. Ça va du jeune actif jusqu'au footballeur professionnel, au chef d'entreprise, aux médecins. Et on a des résidents fiscaux français, puis on a aussi des non-résidents et des expatriés. Le service s'y prête bien, d'où mon intervention ici. Voilà. Parfait, merci Manuel. Allez les internautes, faites-nous un petit coucou, un petit signe et puis surtout, n'hésitez pas à commencer à poser vos questions. Vous avez le petit onglet questions en bas à droite. Posez une nouvelle question, rien de plus simple. Moi Manuel, je vais peut-être commencer par te poser une première question plus d'ordre un peu général qui est un point sur le marché immobilier à l'heure actuelle parce qu'on est sorti de la crise Covid. On a vu que finalement le marché n'avait pas été si affecté que ça, notamment en termes de prix et en termes de taux. En revanche, là, malheureusement, on est rentré dans ce conflit en Ukraine, hein, ce dramatique conflit avec des tensions sur les prix de l'énergie, des tensions sur les taux. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui et un petit peu quelle est ta vision, à quoi on peut s'attendre? Ouais, alors c'est vrai qu'on passe d'une crise à l'autre et on a vraiment une pensée. Je vois qu'il y a des internautes qui sont en Europe et potentiellement en Europe de l'Est aussi. Donc, de toute façon, on a tous une pensée pour l'Ukraine. La crise Covid, déjà, pour reparler du Covid, même si on en est plutôt sorti pour l'instant, donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle sur cette crise-là. La crise Covid, on avait peur que ça puisse toucher le marché immobilier. En tout cas, des journalistes avaient peur de ça. Et au tout début, la logique, c'était de dire les prix risquent de baisser peut-être fortement au tout début du Covid. Ça n'a pas été le cas, c'était l'inverse. Les Français et puis les acheteurs en général, hein, je crois que ce n'est pas qu'en France, c'est dans le monde entier, ont eu tendance à se réfugier encore plus dans l'immobilier en se disant situation de crise, je suis stressé, j'épargne. Tu vois, puis en plus, on ne pouvait pas sortir avec le confinement, donc les gens ont épargné beaucoup. Les Français sont déjà à la base un peuple d'épargnants. Ils ont encore plus épargné. Et du coup, ils ont voulu investir cette épargne. On n'a pas 50 solutions pour investir. Il y a la bourse, il y a des crypto-monnaies, etc. Mais l'immobilier, ça reste le placement préféré des Français, le plus sécurisé. Et du coup, beaucoup de gens sont venus sur l'immobilier. On a eu des ventes records. Je ne parle pas d'investissementlocatif.com, nous aussi, mais le marché immobilier au sens large, c'est presque 1,2 million, c'est un tout petit peu plus d'1,2 million de transactions en 2021. Donc, on a eu un volume record de ventes qui n'avait jamais été atteint. Et on voit qu'en fait, cette crise Covid a poussé les gens encore plus vers leurs investissements immobiliers et puis vers leurs intérieurs au sens large, puisque comme on était bloqué à la maison pendant une partie des confinements, eh bien, les Français se sont attachés encore plus, j'ai envie de dire émotionnellement, à l'immobilier. Le secteur de la décoration d'ailleurs et des travaux a aussi énormément augmenté en volume. Hein, je parle de vente, notamment plein d'enseignes qui ont dit comme les gens sont chez eux, ils font des travaux. Voilà. Donc la crise du Covid n'a pas été négative ni sur les volumes, puisqu'on a eu des volumes records, ni sur les prix. Modulo peut-être Paris, on peut en reparler, mais qui était un marché un tout petit peu à part, avec des prix qui ont stagné à Paris. On pourra en reparler si vous avez des questions là-dessus et que ça vous intéresse. Mais dans le reste de la France, on a eu une poursuite de la hausse des prix. Là, sur la guerre en Ukraine, on va essayer de voir ce qui se passe. Je crois qu'on n'a pas encore tous les impacts, et je ne parle pas que de l'immobilier, on n'a pas encore tous les impacts sur les prix de l'énergie, sur l'inflation qui est liée justement aux difficultés d'approvisionnement. Enfin, il y a plusieurs problématiques en cours. Hein. Je ne veux pas m'improviser économiste au niveau mondial. Moi, je suis ça comme n'importe quel citoyen avec intérêt et avec inquiétude aussi sur l'inflation au sens large. Mais je crois que l'inflation nous montre que investir son argent dans des actifs, c'est encore plus nécessaire aujourd'hui. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai plusieurs très gros clients qui m'ont rappelé en début d'année. Je parle des gros clients parce que je pars du principe que, comme c'est des gens qui ont des millions d'euros d'épargne et qui investissent beaucoup, c'est des gens qui, en général, ont une meilleure éducation financière parce qu'ils doivent gérer cet argent depuis des années. Donc, ils s'intéressent au sujet. J'ai même un banquier privé qui m'a appelé et ils me disent la même chose. Ils me disent l'inflation arrive, il faut que j'investisse. Il faut que je fasse vite parce que sinon, mon épargne, tout simplement, va s'éroder. Donc voilà, donc je pense que ça continue d'être très intéressant d'investir, même si on voit qu'on commence à avoir une remontée des taux, plus 0,3% au global, des taux d'emprunt sur 20 ans. Donc il faut le faire vite. Il faut le faire vite et voilà. Que ce soit en bourse, dans l'immobilier, il faut investir son argent et surtout essayer d'éviter d'avoir trop de cash sur ses comptes parce qu'on le voit avec l'inflation qui est annoncée à 5% en zone euro, peut-être même 7,5%, là, je crois que j'ai vu tomber 7,5% en zone euro. Forcément, la valeur de la monnaie baisse rapidement. Voilà. Le pouvoir d'achat baisse rapidement.
Ouais, donc, si je comprends bien, Manuel, ce qu'on peut imaginer, c'est que, en gros, les taux vont remonter, l'inflation va remonter. Du coup, en fait, acquérir assez rapidement, ça va valoriser. On va bénéficier de taux qui sont moins bons qu'il y a quelques mois, mais qui restent encore abordables. Et globalement, avec des prix de l'immobilier qui vont peut-être monter sur les mois prochains ou les années à venir. Ouais, enfin, j'ai pas de boule de cristal, hein, moi j'ai juste des avis perso, mais la hausse des prix en fait immobiliers, elle n'est pas linéaire, tu vois. Donc, des fois, on me dit, ouais, mais regarde, Manuel, Paris, ça baisse, moins 1%, moins 2%. Moi, je continue à investir à Paris, par exemple, en tant qu'investisseur à titre perso. On a plein de clients qui le font, bien évidemment. Quand vous achetez bien et que vous achetez au bon prix, c'est-à-dire en dessous du prix du marché, même s'il y a moins 2%, je vous garantis que vous ne le sentez pas, que ça ne change rien. Et ce qu'il faut regarder en immobilier, ce n'est pas la hausse ou la baisse immédiate cette année, c'est est-ce que j'ai un bon point d'entrée et qu'est-ce qui va se passer sur les futures années. Voilà, donc moi j'ai des clients et je ne suis pas là pour vous convaincre d'investir à Paris ou d'investir à Grenoble ou d'investir à Rennes. Enfin, après, chacun son appétence et les décisions d'investissement, vous devez les sentir aussi quand vous choisissez d'investir. Nous, on est là pour vous guider et vous conseiller, vous donner notre avis aussi d'expert de ce qu'on voit sur le marché et après, vous faites votre propre avis avec tous les éléments qu'on peut vous livrer. Mais par exemple, le marché parisien, pour moi, il va être réorienté à la hausse d'ici quelques mois, quelques années. C'est une certitude puisqu'on est dans la première région économique au niveau européen en termes de PIB. On est dans le plus grand centre d'affaires européen avec la défense. Enfin, il y a des fondamentaux économiques, si tu veux, que ce soit au niveau national ou international, qui font de Paris une ville avec beaucoup d'atouts, en fait. Donc, moi, ce qui m'intéresse quand j'investis dans l'immobilier, c'est pas de me dire est-ce que cette année, ça va faire moins 2%. Parce que je m'en fous, j'ai acheté à moins 15 ou moins 20. Tu vois ce que je veux dire par rapport au prix du marché. Voilà, donc ce qui m'intéresse, c'est quelle va être l'orientation dans le futur. Est-ce que c'est une zone où il y aura toujours des locataires et toujours de la demande locative? Est-ce que c'est une zone qui est cohérente par rapport à ma stratégie, soit peut-être plus une stratégie, on pourra en reparler dans cette conférence, mais stratégie de placement dans des zones patrimoniales, tu vois, ou une stratégie de rendement dans des zones où je vais aller chercher moins de valorisation et un peu moins de sécurité, mais plus de rendement. Et donc, en tant qu'investisseur, moi, j'essaie de diversifier à titre perso. Je vais essayer de placer dans des zones où j'aurai plus de rendement et puis dans des zones patrimoniales où je vais avoir de l'immobilier patrimonial pour ne pas être engagé sur un seul marché. Et c'est ce que je conseille beaucoup à nos clients, en tout cas ceux qui veulent faire plusieurs projets, c'est toujours d'essayer de diversifier au maximum. Allez, les internautes, posez vos questions. On a une première question de Frédéric qui demande comment récupérer son bien pour l'habiter en résidence secondaire et non en résidence principale. Alors, je ne sais pas si tu as une information à ce sujet et si c'est un bon conseil. Est-ce que finalement c'est ce qu'elle devrait faire ou elle devrait faire autrement? Alors, bah non, mais tout simplement, alors je pense que la question en fait elle est plus fiscale. Si je comprends bien, Oui. Frédéric, vous êtes aux Pays-Bas, non résidente, et donc vous ne voulez pas être considéré, pardon, je vais y arriver, par le fisc français comme résident fiscal français si vous avez un bien à Paris. Bah, en fait, non, ça sera vraiment votre lieu de résidence et vous pouvez le justifier en fait. Donc, il y a pas de, vous n'aurez pas de problématique si vous achetez un bien en France. Vous ne serez pas considéré parce que vous avez un bien en France, même si vous l'utilisez en pied-à-terre, vous ne serez pas considéré comme résident fiscal français parce que le fisc, bon là on dépasse le cadre de l'immobilier, mais le fisc va regarder quels sont votre centre économique, je crois que c'est centre d'activité économique, le terme, il faudrait parler avec un fiscaliste, mais la logique, ça va être où est-ce que vous passez plus de 6 mois, où est-ce que vous travaillez, où est-ce que vous avez votre lieu de vie réel, etc. Donc clairement, si vous êtes aux Pays-Bas, il n'y aura aucun problème pour avoir un pied-à-terre en France. Ça, il n'y a pas de souci. Il faut aller voir le site du Centre des impôts des non-résidents, où les appelés, ils sont à Noisy-le-Grand en région parisienne. Allez, c'était une aparté. Manuel, en quoi il est préférable d'investir en France plutôt que dans son pays d'expatriation? Quels sont finalement, parce qu'à la limite, là, on s'adresse à des Français qui vivent à l'étranger, ils pourraient réaliser leur investissement là où ils vivent. Finalement, en quoi c'est plus intéressant d'investir en France? Alors bon, déjà, ça dépend des pays. Hein. Je ne vais pas vous dire il faut absolument investir en France parce que moi, je suis en France. Ça va vraiment dépendre des pays. Encore une fois, de votre connaissance du pays. Si, je sais pas, si vous me dites, Manuel, je suis en Thaïlande, je maîtrise hyper bien le marché, je peux acheter des très bonnes affaires, j'ai un rendement de dingue. En plus, j'arrive à faire du crédit, à des bons taux, etc. Bon, j'ai pris un exemple au hasard. Bah, je suis personne pour vous dire ne le faites pas. Là, ça va vraiment dépendre. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que la France a des atouts par rapport à d'autres pays. Les atouts, c'est quoi? Bah, c'est déjà la propriété du sol. Vous le savez, il y a beaucoup de pays en fait où on n'est pas forcément propriétaire du sol, du terrain en fait. Donc on va devoir soit racheter une concession au bout de X années, soit on va devoir abandonner le terrain avec ce qui est construit dessus.
Donc ça, c'est le premier point. En France, on est propriétaire du sol. En numéro 2, et c'est un point hyper important, c'est l'effet de levier que vous allez pouvoir avoir avec le crédit immobilier. Même si vous êtes non-résident, vous pouvez emprunter en France pour investir en France et vous pouvez emprunter à des taux qui, là, par contre, n'ont pas vraiment d'équivalent ailleurs dans le monde. C'est-à-dire que si on regarde les taux aux États-Unis, en Angleterre ou dans tous les pays du monde, en règle générale, la France est très très bien placée, avec des taux d'environ 1,50% sur 20 ans actuellement pour des non-résidents. Je vous invite à comparer, à aller voir un petit peu dans les pays où vous vivez, de demander aux banques, et vous vous rendrez très vite compte que là-dessus, on a un très gros atout sur le côté du financement. Le deuxième point, c'est qu'on emprunte à taux fixe en France, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays dans le monde. Et en période de forte inflation, on est très content d'avoir un taux à 1,50 si demain on a une inflation à 5%, parce que si vous empruntez à taux variable, vous empruntez à 1,50, mais demain ça peut augmenter et vous pouvez vous retrouver finalement avec un taux à 2,5-3%. Souvent ils sont capés, ça va dépendre du contrat de prêt. Voilà, donc il faut regarder ça. Mais en gros, des taux bas et des taux d'emprunt qui sont fixes. Ensuite, on a quand même une certaine stabilité politique. On a une stabilité politique, même si on sait qu'on a potentiellement un changement très prochain sur le côté politique. On sait que la France, c'est un pays stable. Ce n'est pas un pays où on va se retrouver demain, enfin je ne le souhaite pas, je touche du bois, mais on ne va pas se retrouver demain avec un dictateur. Il y a peu de chance. On est quand même dans une démocratie et on a une certaine continuité politique. Donc voilà, ça fait déjà plusieurs arguments. Ensuite, sur le volet fiscal, on a également un pays où on a d'énormes avantages fiscaux quand on choisit les bons régimes fiscaux, qui vont être globalement l'allocation meublée. Je ne suis pas là pour vous faire un cours sur la fiscalité française, mais néanmoins, l'allocation meublée va vous permettre de ne pas payer d'impôts sur les loyers générés, donc sur les revenus locatifs. Vous n'allez pas payer d'impôts pendant environ 10 ans. Et après, ça va augmenter progressivement. Pourquoi? Parce qu'on a le droit d'amortir le bien, on a le droit d'amortir les travaux, on a le droit d'amortir les meubles et de passer des choses en déficit. Donc ça, c'est un point intéressant aussi, de pouvoir avoir une fiscalité qui va être favorable. On a d'autres avantages. On a l'exonération de plus-value sur la revente de la résidence principale. Donc aujourd'hui, ce n'est pas votre résidence principale, mais on ne sait pas. Imaginons que vous achetiez un appartement en France. Si vous êtes non-résident, vous allez peut-être revenir un jour. Là, si vous vous installez dedans à ce moment-là, que c'est votre résidence principale et que vous revendez, exonération de plus-value. Donc voilà, globalement, pour moi, il y a un alignement quand même des planètes avec la France, tout ça avec des bons rendements locatifs possibles, puisque nous, on est capable de générer entre 4 et 10% de rendement tout en incluant nos frais sur des opérations. Donc pourquoi un télécar? Parce que ça dépend si vous investissez à Paris ou si vous investissez dans une périphérie de grande ville, vous n'aurez pas les mêmes rendements. Plus vous allez dans des zones de périphérie de grande ville et plus le rendement sera élevé. Donc on pourra monter jusqu'à 9-10% de rendement brut en incluant nos frais dans le calcul du rendement. Donc ça reste quand même très intéressant et c'est pour ça que de plus en plus de Français ou de non-résidents d'ailleurs, pas que des Français, vont s'intéresser à l'investissement locatif. Très bien, merci Manuel. On a alors une précision de Frédéric qui dit c'est pas une question sur la fiscalité. Elle demande mais en fait quelles sont les raisons pour donner congé aux locataires. Et peut-être que c'est une occasion, Manuel, pour que tu parles justement de la gestion locative, des baux, c'est-à-dire en fait s'il faut attendre la fin du bail, est-ce qu'il faut motiver sa décision vis-à-vis de son locataire, et puis comment vous travaillez sur la partie gestion locative. Ouais, je vois qu'il y a d'autres questions qui arrivent, c'est bien. Donc nous, on travaille sur la gestion locative. Alors, la question est un peu plus précise. On pourra même en reparler en privé, Frédéric, si vous le souhaitez. La logique, c'est quoi? C'est que quand vous allez… vous avez deux types de baux déjà. Vous avez les baux de location meublée, qui sont des baux de 1 an qui vont être tacitement renouvelables. Globalement, vous signez un contrat de bail d'1 an avec le locataire et chaque année, il va se renouveler automatiquement, tacitement, avec la possibilité pour le bailleur de donner congé, donc de demander à récupérer son bien tous les ans à date anniversaire en prévenant au moins 3 mois avant. C'est-à-dire que tous les ans, à date anniversaire du contrat de bail, je peux demander à récupérer le logement qui m'appartient, mais je dois motiver pour des raisons et je dois le faire au moins 3 mois avant. Donc, je peux le faire 6 mois avant, mais je devrais attendre la date de l'anniversaire du bail. Petit point d'ailleurs et petit aparté, si vous êtes en location vide, et donc non pas en meublé, ce sont des baux de 3 ans. Donc là, ça change tout. Puisqu'un bail de 3 ans, vous pouvez effectivement demander à récupérer votre logement, mais c'est tous les 3 ans. Donc ça peut être assez long. S'il vient de se renouveler, il faut attendre 3 ans potentiellement. Ça peut être un peu dur pour les bailleurs. Et vous devez donner congé au moins, non pas 3 mois, mais 6 mois avant, quand vous êtes justement bailleur d'un logement qui est loué en location nue. Donc déjà, on comprend que la location meublée est beaucoup plus flexible et plus intéressante au-delà de la fiscalité pour le bailleur, parce qu'il peut plus facilement récupérer son bien.
pour la question du congé qui est donné justement par le bailleur, effectivement, il faut motiver le congé. Il y a plusieurs motifs. Donc, les motifs, ça va être de récupérer le logement pour y vivre soi-même ou pour un membre de sa famille, ou pour donner un congé pour vente. Voilà. Donc, effectivement, je pense que c'est ça le sens de la question de Frédéric. Vous pouvez donner congé, effectivement, si c'est pour récupérer le bien, pour y vivre. Donc là, la question, est-ce que je peux le récupérer et motiver par le fait de le récupérer pour une résidence secondaire? Je pense qu'au moment où vous donnez le congé, de toute façon, vous n'avez pas à vous justifier auprès du locataire à ce moment-là. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment de sujet. Je vois la question d'un point de vue juridique, elle a du sens, puisque je pense qu'effectivement, la logique de la loi et du législateur, c'est de dire je peux récupérer mon logement en tant que bailleur parce que je vais y vivre en tant que résidence principale. Donc, il faudrait que j'approfondisse ce point-là pour vérifier, Frédéric. Mais dans tous les cas, si vous donnez congé pour récupérer le bien, pour y vivre, sans donner la précision que vous allez y vivre en résidence principale, pour moi, le locataire va tout simplement partir. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est une réponse très, très juridique, mais voilà, c'est une réponse pratique. Et pour le point, est-ce que le motif est valable juridiquement si tant est que le locataire dise non, je ne partirai pas et que vous deviez aller en justice, si c'est la question, ce point-là, il faudrait que je le vérifie sur la récupération pour une résidence secondaire parce que je ne suis pas sûr, pour être transparent. Très bien, merci Emmanuel. On a une question de Martine qui demande en fait, elle est propriétaire elle souhaite vendre un bien en France, elle est non résidente, c'est un bien qu'elle met en location en LMP, elle demande si c'est des cotisations sociales à payer. C'est encore un point fiscal. On a notre expert fiscal aujourd'hui, Manuel, mais je pense que c'est intéressant parce que je crois que tu en as parlé, le LMP, c'est quelque chose que vous pouvez recommander également. Donc, est-ce que peut-être tu peux, au-delà de la question de Martif, à lui répondre et je dirais élargir un peu par rapport à ce point? Oui, alors en location meublée, en fait, il y a deux aspects. Soit vous êtes, entre guillemets, un petit loueur meublé. Dans le sens de la loi, je m'explique, le loueur meublé, le fameux non professionnel. Donc, je vais m'adresser uniquement aux non-résidents. Donc, si vous êtes résident fiscal en France, c'est encore autre chose. Mais là, je vais m'adresser qu'aux non-résidents, parce que c'est la logique quand même de ce webinaire. Donc, si vous êtes non-résident, par définition, vous n'avez pas de revenus de travail en France. Parce que par définition, si vous vivez à l'étranger, vous êtes, je pars de ce principe-là, vous avez des revenus de travail qui sont à l'étranger. Donc, le fisc français dit quoi? Dit que si vous avez plus de 23 000 euros, donc environ 2 000 euros par mois, un petit peu moins de 2 000 euros par mois, donc plus de 23 000 euros de revenus locatifs meublés perçus annuellement en France, donc ça veut dire que si vous avez des locations vides, ça ne vient pas s'ajouter. C'est deux cases différentes sur la feuille d'impôt. Désolé, c'est un peu technique la fiscalité française, mais voilà. Donc, de location meublée uniquement. Si vous avez des locations vides, vous avez beau avoir 1 million d'euros de location vide à côté, de loyer encaissé, ça ne change rien, puisque là, c'est uniquement la location meublée qui nous intéresse. Si vous êtes en dessous de 23 000 euros perçus par an, eh bien, vous allez être ce qu'on appelle loueur meublé non professionnel. Si maintenant vous êtes au-delà de 23 000 euros, vous êtes ce qu'on appelle loueur meublé professionnel, ce que nous dit Martine, LMP. Et là, effectivement, il y a deux incidences. La première incidence, c'est que pendant une dizaine d'années, vous allez exploiter le bien, vous allez avoir de l'amortissement, vous allez avoir du déficit et donc vous ne payerez pas d'impôt sur les revenus locatifs générés, puisque vous allez être à 0 € imposable. Là, encore une fois, j'ai des vidéos sur le sujet, peut-être qu'on pourra les partager avec le replay, parce que c'est des vidéos un peu techniques sur la fiscalité où j'explique tout et ça prend un peu de temps. Donc, vous n'allez pas avoir de revenus locatifs imposables, donc pas de problème, pas d'impôt sur les loyers encaissés, mais néanmoins, vous allez devoir adhérer, et c'est une nouveauté depuis 2 ans, donc Martine, je pense que c'était déjà votre cas, vous allez devoir adhérer à la sécurité sociale des indépendants. Ce à quoi fait référence Martine, le fameux SSI, avant ça s'appelait RSI, avant c'était le régime social des indépendants, ça a changé, il y a eu une refonte, voilà, bref, maintenant ça s'appelle le SSI, et donc vous allez avoir une cotisation minimale à payer de 1 100 € par an. Bon. Ça, c'est pendant l'exploitation du bien. Quand vous le revendez, et c'est à ça que vous faites référence Martine, quand vous le revendez, effectivement, vous allez devoir payer des cotisations sociales. Il y a un calcul qui est un petit peu complexe sur le montant de la plus-value. Donc là, je vous invite soit à nous contacter en privé, soit à contacter un expert comptable sur le sujet. Parce qu'en fait, il y a deux types de plus-value. Il y a la plus-value long terme et la plus-value court terme. Et en fait, l'État va faire la distinction entre les deux. Et une partie est imposée avec effectivement des cotisations sociales et l'autre partie ne l'est pas. Donc, c'est un peu complexe, mais la réponse, c'est oui, vous allez payer effectivement des cotisations sociales sur la plus-value. Ce n'est pas forcément dramatique en termes de montant, en vérité, mais ça se calcule et le calcul est un peu complexe. Donc, je vous invite à demander, même peut-être à votre notaire, si vous avez un notaire, de vous faire une simulation
il va vous faire ça très facilement. Il va vous faire la simulation du calcul de la plus-value avant que vous vous mettiez en vente en disant, bah voilà, je dois savoir si je vends, combien il me reste en plus-value nette d'impôts et combien je vais devoir payer d'impôts. Et ça, votre notaire vous le fera avec plaisir. Merci Manuel. Allez, les internautes, posez vos questions. On a encore un peu plus de 35 minutes avec Manuel Ravier, notre expert d'investissement locatif.com. Manuel, moi j'ai une question, c'est quels sont les… Alors j'ai bien compris que l'ancien, c'était ce que vous privilégiez par rapport au neuf, et d'ailleurs peut-être c'est un point que tu pourras préciser. Et qu'est-ce qu'il vaut mieux privilégier? Plutôt le centre-ville, plutôt la périphérie, plutôt des logements petits studios ou plutôt des logements plus grands qui peuvent… ou est-ce que finalement, c'est un peu du cas par cas? Ouais, alors ce sont des bonnes questions. La première chose, c'est l'emplacement. Tu fais référence à l'emplacement, donc je vais traiter la réponse en deux parties. D'abord, on va parler de l'emplacement, du bien, où investir, et deuxièmement, dans quel type de produit investir. Donc, quand on parle de l'emplacement, ce que je vais vous conseiller, c'est toujours déjà de choisir un emplacement où il y a de la demande locative. Vous allez me dire que j'enfonce les portes ouvertes, oui, mais on peut des fois être, surtout quand on débute, on peut être aveuglé par un rendement locatif théorique. Tu vois, moi, je vois souvent cette erreur-là de gens qui me disent, Manuel, regarde, moi j'investis à cet endroit-là, dans la Creuse. Alors je prends toujours l'exemple de la Creuse parce que c'est une région de France qui est magnifique, mais qui n'est pas la plus habitée et la plus dynamique au niveau économique en tout cas. Et donc, forcément, si vous investissez dans la Creuse, vous allez payer le bien une bouchée de pain parce que personne n'en veut dans certains endroits. Ça dépend où, hein. Pareil, je fais des généralités. Mais voilà. Mais par contre, demain, vous n'aurez pas forcément de locataire, ou alors vous aurez peut-être beaucoup de mal à en trouver, donc de la vacance locative, et vous aurez beaucoup de mal à trouver un acheteur quand vous allez vouloir revendre. Tu vois. Donc la première chose, c'est toujours essayer de regarder une ville où les indicateurs économiques sont bons. Chez investissementlocatif.com, nous, ce qu'on va regarder, c'est les indicateurs économiques qui vont être le taux de chômage. Ça, c'est facile à trouver avec l'INSEE. Ça va être effectivement le taux de vacances locatives, qui est aussi un chiffre qui est connu. Tu vois. Ça va être l'évolution de la population au niveau démographique. Est-ce qu'on est dans une ville qui gagne des habitants ou une ville qui perd des habitants? C'est hyper intéressant d'analyser les villes comme ça et d'essayer de comprendre les dynamiques de population. Forcément, on va être factuel. Si c'est une ville où on a de plus en plus d'habitants, qui est attractive et qui se développe, on peut se dire, comme les biens se construisent moins vite a priori que les gens n'arrivent dans la ville, forcément, on va avoir un dynamisme sur la partie logement. Voilà, donc on analyse tout ça et on va vraiment être très sélectif sur les villes dans lesquelles on va et dans lesquelles on ne va pas. Et même quand vous avez choisi une ville, eh bien, vous ne direz pas partout. Je vais vous prendre un exemple. Nous, on fait des projets, notamment en périphérie de Lille et notamment dans la ville de Roubaix. Et alors, il y a eu un reportage, que je n'ai d'ailleurs même pas vu, mais il y a eu un reportage, on a entendu parler il y a 1 ou 2 mois dans Capital sur Roubaix, où le sujet, c'était sur l'islamisation en France. Donc, il nous montrait plusieurs cités en France sensibles. Il nous disait, bon, c'était du sensationnel et du vrai, hein, mais il nous montrait voilà, que dans certaines villes de France, dans certains endroits identifiés, dans des cités, bah, effectivement, il y avait de plus en plus… c'était compliqué, quoi. Il y avait des problématiques. Bah, Roubaix, à titre perso, je fais des projets là-bas. On a des clients qui font des projets là-bas, on les accompagne. Mais Roubaix, comme j'expliquais à des journalistes qui m'ont interrogé, parce que je suis souvent interrogé par des journalistes, je leur disais, c'est comme si vous me disiez Paris, c'est une ville dangereuse, parce que regardez, il y a une cité identifiée en Seine-Saint-Denis qui est dangereuse. Bon, je veux dire, des cités autour de Paris qui sont dangereuses, il y en a quelques-unes. Est-ce que moi, Manuel Ravier, j'y vais? Est-ce que toi, Hervé, tu vas y aller faire du tourisme? Non. En fait, elles sont fermées, et évidemment, je ne vous ferai jamais investir là-bas. Ni coller à la cité, parce que ça n'a aucun sens, parce que vous allez avoir un bon rendement sur le papier, mais qu'il y aura des problématiques de sécurité, problématiques de location et problématiques de revente. Donc, même quand vous avez choisi une ville, pour conclure ce point-là, choisissez bien le quartier. Il faut qu'il soit desservi par les transports. Il faut que ce soit un quartier, évidemment, où les gens se sentent en sécurité, hyper important. Ça coule de source, mais c'est un point important. Et il faut que vous vous disiez, est-ce que demain, je vais avoir des locataires qui vont avoir envie d'y vivre, tout simplement? Si la réponse est oui, que c'est facile parce qu'il y a des commerces, qu'il y a des transports et que c'est sécurisé, eh ben vous aurez des locataires et tout va bien se passer. Sinon, c'est un quartier dangereux où c'est coupe-gorge dès que vous descendez dans la rue où vous faites agresser, ben la réponse c'est non. Évidemment, ça restera toujours un mauvais placement. Voilà. Donc ça, c'est sur l'emplacement. Ouais. Et par rapport au type de bien, je pense par exemple à la superficie, il vaut mieux acheter un petit bien qui se loue facilement ou plutôt un bien un peu plus grand qui peut peut-être prendre plus en patrimoine au fil des années? Alors, sur les types de produits, effectivement, à acheter, c'est un peu toujours les mêmes produits qui sont intéressants pour les investisseurs. Vous avez soit les petites surfaces, studio, T2, on a une forte demande d'étudiants, de jeunes actifs,
surtout dans les villes tendues, donc les villes étudiantes, les villes où on a un dynamisme économique. Donc là, petite surface studio T2, pourquoi? Parce que les loyers vont être beaucoup plus élevés par mètre carré que dans une grande surface. C'est le premier truc. Ensuite, on va aller sur des divisions d'appartements. Donc là, il faut que ça s'y prête au niveau technique, au niveau légal, il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais on peut tout à fait, quand on trouve un projet, parfois on a, notamment dans les grandes villes, on a des logements qui se prêtent, des plateaux dans lesquels on peut faire 2 appartements, 3 appartements, 4 appartements. Là, c'est très intéressant parce qu'on achète une grande surface et on la coupe en plusieurs petites surfaces. Hyper intéressant, ça permet de doper le rendement. Et ensuite, on a la colocation. Colocation, la logique, c'est quoi? Imaginons, Hervé, que tu veux acheter un appartement pour louer. Donc, il n'y a pas que Paris. Donc, si par exemple, tu es à Marseille ou si tu es à Lille, par exemple, on sait qu'on va avoir une forte demande en colocation sur le marché. Aujourd'hui, il n'y a pas que les étudiants, il y a vraiment les jeunes actifs aussi qui cherchent à vivre en colocation pour le mode de vie. Et donc, on va avoir un grand appartement. Et ce grand appartement, si tu le loues à une famille, tu ne seras pas rentable. Pourquoi? Parce que la famille ne pourra pas payer assez pour que ça puisse couvrir ton prêt. En revanche, si dès les travaux, tu crées des unités avec des chambres bien équipées et que tu fais ce qu'il faut pour en faire une colocation qui est attractive pour les colocataires, eh bien en fait, là, tu vas faire exploser ton rendement. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'avoir un seul loyer, je dis n'importe quoi, 1 500 €, tu vas avoir 4 loyers à 500 € par chambre. Oui. Et donc 4 fois 500, tout de suite, tu as 2 000 € de loyer. Donc tu as 30% de rendement en plus. Tu vois? Donc c'est hyper intéressant. Et effectivement, donc, tu as petite surface, division d'appartements, colocation. Et le dernier produit dont je n'ai pas parlé, c'est l'immeuble de rapport. L'immeuble de rapport, c'est quoi? C'est acheter un petit ou un gros immeuble. D'ailleurs, il n'y a pas que des petits. Mais on a beaucoup de clients qui se positionnent là-dessus. Et les immeubles de rapport, on démarre sur des projets à partir de 300 400 000 € selon les villes. Je le dis parce que des fois, moi, quand j'ai démarré, au tout début, quand j'ai compris qu'on pouvait acheter un immeuble, je voyais l'immeuble parisien, je me disais, mais ça vaut combien? 10 millions? Ça me semblait irréaliste, quoi. Et en vérité, les immeubles de rapport, ça peut être un immeuble de 3-4 logements en région lilloise ou à Lille ou dans d'autres villes de France. Et on peut démarrer à 300 400 000 € tout inclus. Donc, quand je parle de budget, je parle de achat, travaux de rénovation, meubles, frais de notaire et nos honoraires. Et on va avoir des logements, on va avoir un petit immeuble qui a beaucoup d'atouts. Et on peut aller jusqu'à 10, 15, 20 logements. On a fait des gros immeubles, 700 mètres carrés, et on fait des choses super. Là, on vient de boucler l'achat d'un immeuble à Puteaux, tu vois. Et je suis hyper content de ce projet, 250 mètres carrés à Puteaux. Pour vous donner un prix, un ordre de grandeur pour ceux que ça intéresse, il y a 7 logements dedans, 2 petits jardins à Puteaux. C'est un coup de fusil incroyable. Notre client est très, très content. Et c'est un projet qui finit dans les 1,7 million. Tout inclus, hein, tout inclus. Tu vois, donc c'est beaucoup d'argent. Oui, mais on a Puteaux, on est collé à Neuilly, quoi. Je rappelle qu'à Neuilly, le prix au mètre carré est d'environ 10 ou 11 000 € aujourd'hui. Là, on est collé à Neuilly, on entre Neuilly et la Défense, donc c'est vraiment top. Il va avoir une forte demande locative de cadres qui travaillent à la Défense, d'étudiants, puisque c'est aussi une zone étudiante, et ils se retrouvent avec un bien patrimonial à cet endroit-là, quoi. Donc voilà. Donc on a vraiment le spectre selon les types d'investisseurs et leur budget aussi, puisqu'on est capable de démarrer à 100 000 € tout inclus sur une petite surface. L'objectif, c'est à chaque fois d'avoir du rendement. Mais en tout cas, on ne pourra pas avoir je fermerai peut-être là-dessus, mais on ne pourra pas avoir un logement familial parce que ce ne sera pas rentable. J'adorerais pouvoir dire, on loue un 150 mètres carrés de famille, c'est super, on investit des travaux, on investit des meubles. Mais en fait, si on vous fait ça, vous allez être content du résultat, ça va être magnifique, mais vous n'aurez pas de rentabilité. On sera obligé de le louer en coloc pour avoir du rendement. Très bien. Allez, on reprend les questions des internautes. On est à peu près à la moitié de ce webinaire. Posez bien vos questions avec le petit onglet questions. Frédéric demande, est-ce qu'il est intéressant d'acheter en partie à crédit à 69 ans, même si on a le capital? Alors, au-delà d'ailleurs tu vas répondre certainement à Frédéric, parce que 69 ans, effectivement, peut-être c'est difficile d'avoir un crédit, je ne sais pas, mais en général, est-ce qu'il est plutôt intéressant de s'endetter ou est-ce qu'il est plutôt intéressant d'acheter avec le maximum d'apport? Alors, j'ai envie de dire, ça va dépendre, Frédéric, de vos objectifs. Est-ce que l'objectif, c'est d'avoir tout de suite des revenus locatifs, j'ai envie de dire net, ou est-ce que c'est de continuer à développer un patrimoine? Si la réponse est d'avoir tout de suite des revenus locatifs et que vous avez le cash, je pense que c'est bien d'acheter cash. Si la logique, c'est de continuer à développer votre patrimoine en ayant des revenus locatifs mais en mettant de l'apport, là, vous pouvez faire un crédit. À voir si à 69 ans, les banques acceptent de vous suivre et sur quelle durée, parce qu'elles ne vous suivront pas sur une durée de 20 ans en règle générale, mais vous pouvez peut-être faire un crédit sur 10 ans et ça peut rester intéressant, effectivement, de lever de la dette. En règle générale, moi, je conseille toujours d'investir au maximum à crédit pour profiter des taux bas. La seule chose que vous devez savoir, c'est que c'est possible, et nous, on peut vous aider si vous souhaitez investir en France
et lever de la dette dans une banque française, mais c'est un peu le parcours du combattant. Donc, je préfère quand même le dire, même quand on est résident fiscal français, d'ailleurs, hein, c'est pas une discrimination contre les non-résidents. Déjà, quand on est résident fiscal français, on se heurte, ça se fait, mais on se heurte à la paperasse française, hein, à l'administratif français. Donc, sachez-le, donc, on peut vous aider à le faire, mais juste comprenez, parce que des fois, j'ai eu des reproches. Je me rappelle que j'ai eu le reproche d'un non-résident qui était en Chine et qui m'a engueulé à un moment, comme si c'était de ma faute, parce que la banque lui redemandait des documents. Je n'avais rien à voir là-dedans. Mais il m'a dit, mais je ne comprends pas, en Chine, c'est quand même beaucoup plus simple, avec l'argent que j'apporte, la banque devrait être à mon service. Je comprends, et d'autant plus si vous vivez dans des pays où il y a un super service, sachez que les banquiers français ne sont pas méchants, on les adore, hein, c'est des vrais partenaires, mais ça peut être un peu long. Donc, si on le sait à l'avance, on reste zen, et nous, on est là pour vous aider pendant toutes les démarches si vous souhaitez investir en France. Mais voilà. Mais, Manuel, quel est le montant d'apport ou la part d'apport minimum qu'il faut justement mettre sur la table, je dirais, bon, par rapport pour obtenir un crédit, mais aussi à partir de combien on peut démarrer un projet, par exemple, avec vous? Alors, c'est une bonne question, l'apport que vont demander les banques. Donc là, je reprécise que ce n'est pas moi, Manuel Ravet, qui demande l'apport, parce que des fois, on me fait le reproche, mais pourquoi tu me demandes tel apport? Ce n'est pas moi, c'est les banques françaises. Comme vous êtes non-résident, les banques françaises vont vous demander entre 30 et 35% d'apport minimum dans l'opération. Pourquoi? Parce qu'elles partent du principe que c'est un dossier qui est un peu plus risqué qu'un résident fiscal français, parce qu'en cas de défaut de paiement, c'est plus compliqué d'intenter une action, même si on sait que vous ne ferez pas défaut, mais c'est plus compliqué d'intenter une action à l'étranger. Elles ont leur barème et leur grille de risque. Donc, encore une fois, ce n'est pas investissementlocatif.com, ce n'est pas Manuel Ravier, mais les banques vont vous demander plus d'apport, 30 à 35% d'apport. Et nous, on démarre sur des opérations tout inclus à partir de 100 000 euros. Donc, comptez qu'à partir de 30 000 euros d'apport, on peut démarrer une opération et vous aider dans ce projet-là. Si vous avez des questions sur la partie financement pur, on peut tout à fait, sans que ça vous engage à rien, on vous mettra le lien. Vous pouvez tout à fait prendre rendez-vous avec mon équipe. C'est un rendez-vous offert. On fera le point sur votre projet. Et on pourra vous mettre en lien avec des personnes qui pourront vous répondre, encore une fois sans engagement et gratuitement, sur la partie financement pour déjà étudier la faisabilité de vos projets et sur la partie financement et sur la partie immobilière. Allez, on a une question de Céline qui demande si on passe par investissementlocatif.com pour trouver un appartement à acheter, est-il obligatoire de passer aussi par votre service pour la gestion locative? Ou est-ce que ça peut être, je ne sais pas, admettons que cette dame est déjà un gestionnaire? Non, il n'y a aucune obligation. Je vous ai mis le lien là pour ceux qui veulent faire un point Merci, sur le Manuel. financement aussi. Voilà, dans le chat. Il n'y a aucune obligation. Aujourd'hui, on a vraiment, nous, ce qu'on veut, c'est au service des investisseurs et des propriétaires immobiliers. Donc, on a même, pour vous dire, la possibilité de récupérer des lots en gestion que vous n'avez pas fait en investissement avec nous. Si peut-être vous avez déjà des biens et que vous souhaitez, voilà. Ou même, d'ailleurs, on a lancé un service. On peut vous aider à rénover des biens que vous avez déjà, les rénover, les meubler pour les rendre rentables. Et on a de plus en plus de demandes là-dessus. Donc, on a la possibilité de vous accompagner dans tous les projets que vous avez. Et si vous souhaitez garder votre gestionnaire par la suite, bien sûr, vous pouvez faire tout le projet d'investissement. Et après, on transmet les clés au gestionnaire. Ça ne nous vexera pas. Et on a même des clients qui les gèrent eux-mêmes, hein, d'ailleurs, les biens, ou avec des proches. Donc, il n'y a aucune obligation là-dedans. Donc, non, il n'y a pas de… Et comment ça se passe, Manuel? Du coup, là, on a nos Français francophones qui sont à l'étranger. Donc, comment ça se passe à distance? J'allais dire tout le cheminement depuis le premier audit, appel avec vous, jusqu'à la recherche de l'appartement, jusqu'à l'achat, l'acte notarié, les travaux. Enfin, finalement, comment est-ce qu'on gère tout ça et la mise en location? Comment est-ce qu'on gère tout ça à distance? Admettons, moi, je suis au Brésil et je te passe le bébé. Ah ouais, alors on a même des clients qui sont en Nouvelle-Zélande avec des très très forts décalages horaires et qui arrivent à investir dans plusieurs biens avec nous. Donc on sait faire. Comment ça se passe? Comme tu l'as dit, tout va se faire à distance. Pardon. On va démarrer par une visio avec nos conseillers pour faire le point. On va vous envoyer des éléments pour que vous puissiez voir ce qui est faisable. Donc on va faire un espèce d'audit au départ de votre projet et puis voir si ça peut matcher avec notre service. On n'est pas là, on est là pour vous apporter un max de conseils. Et si vous souhaitez faire le projet tout seul, on sera déjà content de vous avoir apporté vraiment de la valeur. Donc, une fois que l'audit est fait, vous lancez les recherches et là, vous avez accès tout de suite à un espace investisseur qu'on va vous créer, qui est à la fois sur ordinateur et sur mobile. On a une application mobile. Là, vous suivez absolument tout le projet. On vous envoie les propositions dedans. Bien sûr, vous avez des chasseurs immobiliers qui sont à votre disposition aussi par téléphone ou en visio. Donc là, c'est vraiment selon vos modes de fonctionnement préférés. On a beaucoup de clients qui parlent aussi par WhatsApp avec les équipes. Et à la suite de ça, directement, on va avoir les architectes d'intérieur qui vont prendre le relais
et qui vont pouvoir gérer avec vous les plans. Donc, on vous envoie les plans. Là, vous avez un rendez-vous pour faire le point sur les plans qu'on vous a proposés. Et vous voyez à ce moment-là si ça vous convient, si vous avez des petites modifications. Et puis après, on vous envoie des rapports de chantier, donc sur votre téléphone directement ou sur votre ordinateur. Donc, tout se fait vraiment à distance avec de la signature en ligne. Voilà, aujourd'hui, la crise Covid a accéléré ça. On est capable de tout suivre à distance. Et peut-être un point qui est important, Manuel, c'est vraiment, il faut vraiment le voir comme un investissement en fait. C'est ça, c'est vraiment la base du projet. C'est-à-dire l'investisseur ne doit pas forcément se projeter par rapport à un bien que lui aimerait avoir ou une situation géographique qu'il aimerait avoir. Enfin, c'est des projets différents dans ce cas-là. Ouais, alors on a vraiment de tout. On a aussi des clients qui nous disent, moi, je voudrais que le bien puisse être un pied-à-terre quand je l'aurai en partie amorti et payé. Tu vois, ça va dépendre du projet du client. Mais là où tu as raison, c'est que quand on trouve une bonne affaire, souvent, ils sont en mauvais état. Et là, ça nécessite d'avoir une logique d'investisseur et de se projeter. C'est-à-dire qu'on va vous montrer des photos de ce qu'on est capable de faire. Bah, vous le verrez sur notre site aussi, dans la section réalisation. Donc, vous verrez qu'on a des architectes d'intérieur. Je suis très fier, qui font du super boulot. Mais on achète des biens qui sont pourris. Quand je dis pourris, visuellement, l'immeuble n'est pas pourri. Si l'immeuble est en train de tomber, bon là, il y a un problème. Ce n'est pas le but. Mais des biens qui sont dans leur jus et qui nécessitent d'être rénovés. Donc, il ne faut pas se dire, bah, ce bien-là ne me plaît pas. J'ai envie de dire, c'est presque normal que ça ne vous plaise pas. Parce qu'on va tout le refaire. Donc, il faut, ce que font nos clients, c'est qu'avec toutes les photos, les visites virtuelles d'autres réalisations qu'on a déjà faites, ils vont se projeter. Et voilà, après, on travaille sur des univers décoratifs. Donc, le client échange sur l'univers décoratif qu'il choisit directement avec l'architecte d'intérieur tout au long. Et voilà. Et je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Mais... Oui, parfaitement. Je crois que c'est très clair de cette façon-là. Allez, les internautes, encore une vingtaine de minutes, posez bien vos questions. Soyez pas timides. On a une question de Thibaut qui parle qui demande quels sont les taux les plus bas pour emprunter en général, ou peut-être une fourchette manuelle pour des non-résidents, évidemment. Alors, bonjour Thibaut. Le premier point, c'est effectivement, la logique, c'est de dire, ce qui est important, c'est d'avoir le prêt. C'est bien de vouloir négocier le taux à tout prix. C'est un peu l'erreur que font les débutants dans l'investissement immobilier. On veut tous avoir un taux très bas. Et je me mets dedans, encore une fois. Mais ne soyez pas obnubilés que par le taux, parce que c'est déjà assez compliqué aujourd'hui de trouver des banquiers qui vous suivent. Donc, l'objectif, c'est d'avoir un bon taux, mais surtout d'avoir un partenaire bancaire qui va vous suivre potentiellement même sur plusieurs projets. Ça, c'est le premier point. Des taux bas, ça varie. J'ai des clients qui ont des clients non résidents qui ont des meilleurs taux que moi alors que je suis en France parfois. Moi, j'emprunte à 1,20, 1,30 sur 20 ans. Et il y a mieux, il y a mieux. Et j'ai des clients qui des fois descendent à 1% sur 20 ans. Mais encore une fois, le taux moyen pour les non résidents, il est un peu plus élevé. Et il est en général, on va dire, de 1,50 sur 20 ans, hors assurance. Donc voilà. Pensez aussi, Thibaut, à bien négocier l'assurance emprunteur, puisque ça peut faire une grosse différence. Une bonne assurance emprunteur, ça dépend de votre âge, si vous fumez ou pas, enfin de plein de paramètres médicaux, là pour le coup, mais, et de votre âge, évidemment, je crois que j'ai déjà dit. Mais la logique, c'est que ça peut varier du simple au quadruple. Donc voilà, pour vous donner un exemple, à l'époque, mon premier prêt immobilier, j'avais souscrit une assurance emprunteur à 0,25%, j'avais 26 ans, et en fait, je l'ai fait courter, pardon, et en la faisant courter, j'ai eu du 0,06%, donc 4 fois moins cher. Et ça m'a fait économiser, je crois, à l'époque, sur un seul prêt, 15 000 euros de frais d'assurance sur la durée, donc sur 20 ans, étalé sur 20 ans. Donc regardez bien l'assurance emprunteur aussi. Allez, on a d'autres questions, à moins que tu veuilles en prendre à la volée, Manuel. Ouais, alors Gaël, vous êtes des chasseurs d'appartements, pas seulement, puisqu'on a une prestation vraiment intégrée, chasseur d'appartements dans le locatif, plus tout le service. Et l'intérêt vraiment du service qu'on a créé, qui n'existait pas quand on l'a créé il y a 10 ans, c'est d'avoir une vision 360 degrés. C'est-à-dire que le chasseur chasse tout en ayant en tête qu'on va faire des travaux, que l'objectif est de faire du locatif. Donc, il est formé là-dessus. On les a tous formés selon nos méthodes, justement. Et derrière, on a les architectes qui ont la même vision, la partie location-gestion qui échange sur les niveaux de loyer dès le départ avec les chasseurs. Vraiment, on a toute une équipe qui est alignée et qui ne sont pas des simples chasseurs d'appartements. Alors, ensuite, les normes à respecter, peut-être ? Ouais, vas-y, ouais, c'est ce que j'avais vu, Alexandra qui demande s'il y a des normes à respecter, que ce soit en location long terme ou location court terme. Alors, plus que des normes, la location court terme, aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué en France, puisque, bon, il y a déjà, chaque ville fait un petit peu ses règles. Par exemple, à Paris, c'est devenu quasiment impossible de faire de location court terme, ou alors il faut que le logement ait déjà une destination commerciale avec l'autorisation de la mairie de Paris qui soit déjà obtenue. Jusqu'au 1er janvier, on avait la possibilité sur tout ce qui était locaux commerciaux de faire une demande qui était acceptée et de passer en exploitation court terme. Depuis, la mairie de Paris
s'est érigée contre ça. Elle a identifié qu'on avait de plus en plus d'anciennes boutiques qui se transformaient tout simplement en appartements. Donc on avait ce qui est dommage pour un quartier quand même. On avait des boutiques avec pignon sur rue, avec des vitrines qui se transformaient en logements court terme. Et donc la mairie de Paris est venue intervenir là-dessus et elle a dit on ne donnera plus de permis pour ces boutiques-là pour empêcher justement d'avoir des quartiers où on n'a plus que des logements touristiques. Voilà. Donc c'est très compliqué. C'est une législation qui est changeante. Donc là, on l'a vu récemment à Saint-Malo qui a interdit, je crois, tout simplement Nous, on n'est pas présent à Saint-Malo, mais à Saint-Malo qui a interdit tout simplement la location court terme dans le centre-ville. Voilà, donc on sait qu'on va vers des interdictions de plus en plus systématiques dans les grandes villes touristiques. Pourquoi? Parce que ça enlève des habitants. Ça ramène des touristes, c'est bien, mais ça enlève des habitants et donc ça casse un petit peu la vie de quartier. Et les mairies, en général, veulent éviter ça. Elles veulent que les touristes aillent à l'hôtel au maximum pour ne pas vider les hôtels et que. Voilà, donc je ne porte pas de jugement de valeur, mais la location court terme, c'est compliqué. D'accord. Ça dépend surtout des autorisations administratives selon les villes, plus que des normes à respecter. Voilà. Je ne sais pas si ça répond encore une fois à la question. Oui, alors Alexandra disait qu'elle pensait plus à des stations balnéaires, des stations de montagne, mais finalement le raisonnement est le même. Oui, le raisonnement est le même. Après, effectivement, ce n'est pas interdit partout. Attention, donc ça s'étudie. Selon les zones où vous souhaitez investir, il faut tout simplement vous renseigner sur la législation et ce n'est pas unifié. Donc, il faut regarder ville par ville, malheureusement, et toujours garder en tête aussi, c'est le conseil que je vous donnerais, de ne pas se dire c'est OK aujourd'hui, donc j'investis et tout mon business model est basé là-dessus. Puisqu'on peut avoir des gens qui se sont fait piéger. Je pense notamment à Marseille où il y a eu des limitations. Je crois que maintenant, c'est 1 ou 2 logements maximum par personne physique et c'est interdit en société, donc en SCI. Alors bon, c'est Marseille, tout n'est pas toujours appliqué tout de suite, ça peut prendre du temps, mais voilà, on peut se dire que les investisseurs qui se sont dit je vais rembourser mon prêt grâce à des loyers élevés en court terme, si vous devez passer en long terme, les loyers vont être moins élevés. Et donc, si tout était basé sur l'exploitation en location courte durée, ça peut vous mettre en difficulté. Donc, basez toujours votre business model éventuellement sur la location court terme, mais en ayant en tête que si vous devez passer en location longue durée, c'est OK, que vous n'êtes pas dans le rouge. C'est ça le conseil. Alors, Céline, elle demande en fait quel est je traduis un petit peu la question, enfin, je sais pas, je la traduis, mais je la reformule. Quelle est un petit peu la décote quand on achète un appartement où il y a des travaux à faire par rapport à un appartement où il n'y aurait pas de travaux, qui serait nickel? On peut estimer une décote de combien à peu près? Alors, ça va vraiment dépendre des quartiers. Il y a des endroits dans Paris où, par exemple, il n'y a quasiment pas de décote. Dans les quartiers les plus chers de Paris, il n'y a quasiment pas de décote. On pourrait se dire, je vais vous prendre le 6e arrondissement de Paris, vous connaissez peut-être Odéon, Jardin de Luxembourg, Saint-Germain-des-Prés, le quartier où je rêve de vivre, mais où je ne vis pas aujourd'hui parce que je veux plus de surface. Je pourrais vivre dans beaucoup plus petit dans ce quartier-là. Mais voilà, c'est le quartier le plus cher. Par exemple, dans ce quartier-là, vous n'allez jamais trouver un coup de fusil parce qu'il y a des travaux. Parce que même quand il y a des travaux, c'est tellement demandé, tellement recherché, les gens ont tellement d'argent, les acheteurs dans ce quartier-là, quand on achète à 15 000, entre 15 et 20 000 le mètre, pour Paris, c'est beaucoup. Donc la décote ne sera pas importante. Par contre, dans d'autres zones, on peut avoir sur des marchés un petit peu moins tendus, tout de suite des décotes qui vont monter à 20-25% du prix du bien. Après, il faut les trouver, ces affaires-là. Ce n'est pas facile non plus. On parle de succession, donc on parle de biens souvent qui sont off-market, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas diffusés. Et ça, c'est le job de nos chasseurs. Ils vont toute la journée aller voir des notaires pour essayer d'être premiers sur les deals. Avant qu'un deal soit diffusé, qu'un bien à vendre soit diffusé, eh bien, ils vont essayer de se positionner à la source et qu'on appelle que notre équipe et pouvoir le présenter aux clients en priorité. Donc, ça va être des successions, des liquidations. Ça, on le fait beaucoup. Ça va être des gens qui veulent vendre vite, qui ne sont pas forcément sur place. Donc, on va travailler vraiment notre réseau pour trouver les bonnes affaires avec à la fois des agents immobiliers qui vont nous apporter des affaires, des notaires, des liquidateurs, voilà. Tout ce qu'on peut faire, plus toutes les annonces qui tombent sur les sites de petites annonces où il faut être hyper réactif. Parce qu'une bonne affaire qui tombe sur un site d'annonce, ça arrive, mais elle est vendue tout de suite. Tout de suite, l'agent immobilier va être saturé sur sa messagerie vocale. Vous allez entendre cette messagerie ne prend plus de messages, c'est que c'est fini, c'est que le bien est déjà vendu. Voilà. Très bien. Allez, les internautes, il reste une grosse dizaine de minutes, donc c'est le moment de poser vos dernières questions à Manuel Ravier, le président et cofondateur d'investissementlocatif.com, notre expert aujourd'hui. Moi, Emmanuel, j'ai une question qui est quelles sont finalement les bonnes questions à se poser quand on veut réaliser un projet d'investissement locatif? Par quoi on commence? Est-ce qu'on évalue son épargne? On évalue ses projets à plus ou moins long terme? Comment on se pose un peu cette question-là?
Ouais, alors la première chose, ça va être de savoir combien vous souhaitez, combien vous pouvez déjà et combien vous souhaitez investir dans le projet en apport. Parce que si je prends un exemple, c'est, imaginons quelqu'un qui a beaucoup d'apports, hein, donc, voilà, qui a 100 000 euros d'apport, c'est beaucoup d'argent. Bah, le but ne va pas être forcément de mettre les 100 000 en apport. Je vais pas, mon conseil ne va pas être forcément celui-là. Peut-être de commencer par un premier bien et de vous dire combien je vais mobiliser d'apport dans le projet. Peut-être ça va être 50 000. Et puis le reste, vous le gardez parce qu'il faut toujours déjà garder une épargne de sécurité. Et peut-être que vous allez vouloir faire d'autres investissements dans autre chose que l'immobilier, peut-être en bourse. Bon, ça, c'est à vous de voir. Voilà, donc ça, c'est le premier point. Essayez de savoir combien d'apports vous pouvez et vous souhaitez mobiliser dans le projet, parce que la banque va vous le demander. À partir de cet apport, globalement, dans les grandes masses, vous multipliez par 3 et vous avez le projet que vous pouvez réaliser tout inclus. Vous pouvez mettre 50 000. Globalement, vous allez pouvoir investir en tant que non-résident dans un projet tout inclus à 150 000 euros. À partir de là, il faut que vous compreniez quels sont vos objectifs personnels. Comme on le disait tout à l'heure, j'ai des clients qui vont me dire bah, moi, je veux un appartement à Paris parce que je crois en Paris, parce que ville touristique, parce que je sais que la valeur sera toujours conservée, parce que j'ai peut-être un enfant qui va étudier à Paris d'ici 10 ans, 15 ans et que je serais très content qu'il puisse vivre dedans, ou que je veux garder un pied-à-terre plus tard. Ça, c'est une bonne raison personnelle. Et on va travailler autour de ça, tu vois. Et je ne vais pas lui dire, bah non, franchement, pas assez rentable, tu devrais aller à Roubaix. Tu vois, parce que c'est pas le même projet. Et à l'inverse, des gens qui vont me dire, moi, Manuel, ce qui compte, c'est le rendement, toujours en me sécurisant, mais c'est le rendement parce que c'est un pur placement locatif. Je vise bien sûr une zone où j'aurai de la demande et que je vais louer. Hein. Personne n'a envie d'avoir un logement vide. Mais voilà, c'est le rendement. Et pour pouvoir enchaîner les projets, peut-être en faire plusieurs, bah là, je ne vais pas lui dire d'aller à Paris-Centre. Parce qu'à Paris-Centre, on aura moins de rendement. Tu vois. Donc, c'est vraiment ça. Donc, on va essayer de partir du projet du client, de son budget. Et c'est les questions que vous devez déjà vous poser aujourd'hui. Ensuite, bah, je vous invite à essayer de contacter mon équipe. Je vous avais mis un lien de manière à pouvoir affiner le projet et que vous puissiez voir ce qui est réalisable. Une fois que vous savez le budget et à peu près le projet, on vous montrera des exemples de ce qui est réalisable et puis on vous mettra tous les chiffres en face pour que vous puissiez voir combien vous allez devoir rembourser chaque mois, combien vous allez encaisser, etc. etc. Ensuite, ouais, non, le point, c'est en matière d'immobilier, c'est vraiment une question de temps. C'est le temps qui enrichit en fait. Et ça, je veux juste attirer votre attention là-dessus parce que beaucoup de gens vont se retrouver à repousser le projet. On a tous des raisons de repousser. Hein, et moi, je balaye devant ma porte. Je suis exactement comme ça pour la bourse. Ça fait 3 ans que je me dis, il faut que j'investisse en bourse, il faut que je m'y mette parce que je veux me diversifier en plus de l'immobilier. Et comme je suis toute la journée la tête dans l'IMO et que je bosse beaucoup, et que j'ai 2 enfants à la maison, et que voilà, et que les journées passent vite, et les vôtres aussi, j'imagine bien, en fait, je repousse tout le temps. Et en bourse, c'est pareil d'ailleurs, comme en immobilier, dans l'investissement au sens large, c'est le temps qui fait son œuvre. Chaque mois qui passe, une fois que vous avez investi, eh bien, vous remboursez une fraction de votre bien à la banque, tu vois. Et donc, vous vous enrichissez. Et si vous mettez 6 mois, 12 mois, 18 mois ou 5 ans à faire le projet, c'est 5 ans de perdu d'enrichissement avec l'immobilier. Donc, vraiment, mon conseil, c'est d'essayer de lancer le plus vite possible votre système immobilier. Encore une fois, que vous le fassiez seul ou avec nous, mais de lancer ce système immobilier, de mettre en place le projet. On dit tout le temps, on dit investir puis attendre et on s'enrichit, et non pas attendre pour investir. Parce que le temps en matière d'immobilier ne se rattrape pas. Donc le meilleur moment, c'est toujours le plus vite possible et de lancer le projet le plus vite possible. Donc ça, c'est vraiment un point. Et le petit pas que vous pouvez faire pour lancer le projet, c'est ce que je vous ai dit. Vous vous posez dans le prolongement vous installez tranquillement dans le prolongement de cette conférence. Vous vous dites quelle est l'épargne que je veux mobiliser, qu'est-ce que je peux faire en matière de budget, dans quelle ville je voudrais investir. Et puis après, vous nous contactez pour faire ce premier petit pas et après, on va dérouler tout le reste pour vous en étant vraiment votre relais local. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de Manuel, est-ce que tu peux nous donner des fourchettes de rendement? Et Pierre, par exemple, demande, alors lui, il est résident hein, et il a 50 000 euros d'apport. Il dit quel type de projet on pourrait faire. Donc peut-être partir de l'exemple de Pierre et puis voir aussi un peu des fourchettes de rendement que tu pourrais nous donner. Alors déjà, si Pierre est résident, ça va pas être les mêmes, ça va pas être les mêmes coefficients parce qu'en tant que résident, les banques vont demander moins d'apport. Alors quand je disais, prenez votre budget, multipliez-le par 3, globalement pour un résident fiscal français, désolé les non-résidents, mais ça va être x6. La banque va vous demander 15% d'apport. Okay, donc ça veut dire qu'avec 50 000, avec 50 000, vous allez pouvoir investir globalement dans 300 000 euros. Je mets des guillemets parce qu'il y a aussi d'autres critères qui sont pris en compte par les banques, hein, notamment le taux d'endettement. Donc ça, il faut vraiment l'affiner avec votre banque ou avec un courtier ou en nous sollicitant, on pourra vous donner les bons contacts. Mais première chose, c'est d'affiner le budget. Parce que ce n'est pas aussi simple que de dire on fait x3, on fait x6. Ça, c'est la théorie pour quelqu'un qui n'a pas de dette et qui a de la capacité d'emprunt. La pratique est un peu différente. Et les banques vont vous dire, si vous avez déjà de l'endettement, si vous êtes locataire de votre résidence principale, tout ça rentre en ligne de compte.
et peut vous limiter sur la capacité à investir. Mais voilà, avec 50 000 euros, globalement, on va être sur du 300 000 euros investis minimum pour un résident fiscal français, si tant est que vous n'ayez pas de problématique de taux d'endettement. Et on va être sur 170 000 euros d'investissement pour un non-résident. Et en rendement, on peut espérer à peu près combien, tu disais? Alors, pour évaluer le rendement. Alors, moi, les rendements que j'annonce, justement, ça va répondre à Frédéric, les frais de notaire sont de 8%. Ils ont augmenté. Ils sont plutôt autour de 8%, les frais de notaire, que de 7%. Et les rendements qu'on annonce, nous, incluent absolument tout. Ils incluent achats, travaux, frais de notaire, meubles. On inclut même les meubles. Et nos honoraires, évidemment, parce que je n'ai pas encore parlé de nos honoraires. Mais voilà, donc quand on calcule un rendement, on prend le loyer annuel encaissé divisé par tous les coûts. Donc les frais de notaire sont déjà dedans, donc c'est transparent. Et sur des rendements, on peut être entre 4 et 9, 10% de rendement. Selon, encore une fois, plus on va dans des zones populaires, alors je le redis, zone populaire chez investissement locatif, ça reste des zones sur lesquelles on a validé la demande locative et où vous allez pouvoir louer, où il n'y aura pas de problématique de sécurité, etc. Parce que je pourrais monter à 15, 20% de rendement si je vous emmenais dans des cités. Mais ni vous ni moi n'avons envie d'y aller s'il n'y a pas de sécurité, quoi, ni vos prochains locataires. Donc voilà, donc on va être entre 4 et 10% selon la stratégie qu'on va mettre en place ensemble et selon vos souhaits d'investissement. Très bien. On va arriver au terme de ce webinaire. Merci les internautes. J'espère que je crois qu'on a fait un tour d'horizon assez large avec Manuel sur l'investissement locatif, donc comment développer son patrimoine immobilier et créer des revenus passifs grâce à l'investissement locatif en France. Voilà, Manuel vous a mis un lien également dans le chat, donc n'hésitez pas évidemment à aller le consulter. Je vous rappelle que le webinaire sera disponible en replay dans quelques minutes. Manuel, je vais peut-être te donner le mot de la fin, un mot de conclusion et pour tous nos internautes qui ont assisté et suivi ce webinaire. Non, moi je ne sais pas si je l'ai dit au tout départ, mais j'ai investi dans plus de 100 biens à titre perso parce que je suis convaincu du modèle. Enfin voilà, on a vraiment beaucoup de clients qui recommencent. Ils font un projet, ils se rendent compte que ça marche, ils recommencent. Aujourd'hui, il y a une opportunité énorme entre les taux d'intérêt qui sont bas en France, la possibilité finalement d'acheter un bien avec l'argent de la banque et de le faire rembourser au locataire derrière, en rajoutant rien chaque mois, et même en étant en cash flow positif après l'apport. C'est juste un truc incroyable, quoi. On a une possibilité aujourd'hui, et il n'y en a pas beaucoup, je pense, globalement dans les différents investissements, de s'enrichir, de se développer quelque chose de concret, de pérenne, parce que l'immobilier, je ne dis pas que c'est le placement magique. Sur l'effet de levier, c'est le placement magique, mais je ne dis pas que c'est… Enfin, voilà, on a quelque chose à la fin de pérenne, on peut sécuriser son avenir financier, transmettre quelque chose à ses enfants. Et moi, c'est pour ça que j'ai fait tout ça. Et je vous invite vraiment à passer à l'action, que, encore une fois, vous le fassiez seul ou avec nous. On a plein de conseils sur notre chaîne YouTube. Aussi, vous pouvez apprendre sur notre chaîne YouTube et puis vous lancer tout seul. Il y a plein de gens qui me remercient souvent et qui me disent merci, grâce aux vidéos, je me suis lancé tout seul. Et je suis sincèrement content pour eux. Donc voilà, n'hésitez pas à nous solliciter, mais surtout, passez à l'action et faites-le pour vous parce que ça change tout. Quand on regarde dans le rétroviseur quelques années après, il y a une énorme différence, quoi. D'un côté, on a un patrimoine, de l'autre côté, on n'a rien. Et d'autant plus en période de crise, c'est sécurisant de se dire qu'on a quelque chose pour sa famille et pour soi-même. Voilà. Très bien. Merci pour la participation. Merci beaucoup, Manuel. Manuel Ravier, cofondateur, président d'investissementlocatif.com. Merci pour tous ces bons conseils et le bon conseil de passer à l'action. Et voilà ce qu'il faut déjà bien retenir. Donc, vous avez tous les liens également si vous souhaitez le contacter suite à ce webinaire. Merci les internautes. Une fois de plus, vous retrouverez dans quelques minutes en replay si vous n'avez pas pu assister à tout, le faire connaître également, bien entendu. Il y aura un article dans lepetitjournal.com dans les prochains jours. Je vous remercie encore et je vous dis à très bientôt pour un autre webinaire. Merci beaucoup. Bonne journée, bonne soirée. Au revoir. Bye.